Choix 98.1 Radio X. Winston Churchill a déjà dit « Une des grandes leçons de la vie, c'est que parfois, ce sont les fous qui ont raison. » Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Oh my gosh. We're all going against the wind. The wind's 120 miles to the west. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Oh my gosh, dude. Radio X. Vendredi 23 avril 2021. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Bienvenue dans cette 100e émission des Radio X Files avec Christian Page. Salut mon cher Christian. Salut Yannick. Tu pensais-tu te rendre jusque-là? Non, pas du tout. Je t'avoue que j'étais un peu surpris là, quand j'ai commencé à regarder pour le line-up de l'émission de ce soir. Je me disais, wow, c'est la 100e émission des Radio X-Files. D'ailleurs, à cause justement que c'est la 100e, je propose qu'on fasse ce soir une version un peu spéciale de l'émission. C'est-à-dire que j'ai laissé de côté les actualités et on va consacrer la première partie de l'émission, donc notre première heure, on va la consacrer. En tout cas, moi, ce que je vais te proposer, ce sont les 10 émissions qui, au cours de ces 100 émissions, m'ont le plus marqué, celles que j'ai trouvées les plus intéressantes. Bien sûr, elles sont toutes intéressantes, mais bon, si j'avais un choix à faire, de tirer dans ce nombre 10 émissions qui m'ont particulièrement plu. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je vais te les livrer. Je ne sais pas si de ton côté, tu as, au cours de ces 100 émissions, il y a des émissions qui t'ont plus marqué que d'autres, mais je trouve que, bon, c'est une belle occasion ce soir pour revenir un peu sur les 100 émissions qui ont marqué là, l'histoire des Radio X-Files depuis notre première diffusion, qui était le 7 septembre 2018. Et à l'époque, au moment de la première émission, le sujet, c'était moi. Donc, je me rappelle que nous avions parlé de ma propre expérience liée au paranormal, alors que j'avais 13 ans. C'était un événement qui remonte au mois de juillet 1976, qui m'a placé, qui m'a poussé un peu vers ce milieu du paranormal. Et bien sûr, mon cheminement à travers tout ça, comment je suis passé d'un passionné des phénomènes paranormaux à un communicateur, comment j'en suis arrivé à faire du journalisme, de l'animation radio, télé, un peu tout ce que j'avais fait, ma carrière comme communicateur et journaliste. Et donc ça, c'était notre première émission. Il faut savoir, pour rappeler aussi aux gens, que l'émission a connu 2 périodes. Une première période qui, moi, a été ma période que j'ai préférée des Radio X-Files, mais qui visiblement n'était pas celle que préféraient les auditeurs. On a eu une période où chaque semaine, je recevais un invité et on abordait une thématique, un sujet à caractère paranormal. Bon, c'était une période qui était avant le COVID-19, donc c'est vrai que souvent ces communications étaient faites soit par téléphone et comme ici au Québec, bien sûr, on s'exprime en français, on n'a pas nécessairement ici au Québec toute la crème savante pour parler de ces phénomènes paranormaux. Donc, on a beaucoup de scientifiques, mais des scientifiques qui à la fois connaissent leur domaine d'expertise, mais connaissent également le paranormal. C'est beaucoup plus... On est très pauvre ici au Québec, il ne faut pas se le cacher. Donc, presque essentiellement, nos invités étaient des invités de France. Et parfois, bon, les communications, c'était un peu difficile. Donc, il y a eu cette période, j'ai écouté le pouls des auditeurs qui n'appréciaient pas nécessairement cette formule-là. C'est pourquoi on a changé en cours de route. Et aujourd'hui, je présente plutôt des dossiers sur lesquels on revient, on commente et on discute. Mais moi, personnellement,
Je préférais la version avec les invités. Pourquoi? Parce que ça me permettait d'apprendre des choses. Tu comprends? J'ai appris au cours de cette période-là. Bon, là, aujourd'hui, je présente des dossiers. Je livre aux auditeurs un peu ce que je pense de ces dossiers-là, parce que la plupart d'entre eux, je les connais bien. Dans plusieurs cas, j'ai enquêté sur ces dossiers. Je les ai présentés soit dans mes livres ou des séries télé que j'ai fait, mais dans la première version de Radio X-Files, le fait de discuter avec des gens, puis on en a eu une brochette tout à fait incroyable, des gens qui tenaient des postes prestigieux dans des universités européennes ou des centres de recherche et qui commentaient ces sujets-là. Moi, j'ai appris énormément auprès de ces gens-là et j'avoue, c'est un peu mon faible, j'adore discuter avec des gens du milieu académique qui s'expriment sur des sujets aussi controversés que des phénomènes paranormaux. Donc, ça a été ma période, pour moi, ça a été un peu ma période favorite. Oui, mais j'ai pas dit qu'on y reviendra pas un jour, Christian. Non, pas du tout, parce que avec maintenant, avec le COVID, il y a quand même des bons côtés au COVID. Le bon côté, c'est que la plupart de mes intervenants de l'époque, c'était des gens qui étaient peut-être peu familiers avec la communication via des mécanismes comme Zoom, Facebook Live, etc. Avec le COVID, j'imagine que la plupart d'entre eux ont maintenant développé une expertise ou à tout le moins une habilité à communiquer par ces médiums de communication qui sont l'Internet ou d'autres mécanismes comme ceux-là. Et la plupart d'entre eux, ce sont probablement, si on imagine que dans bien des cas, c'était des professeurs à l'université, s'ils ont donné des cours avec ces systèmes-là, ils doivent s'être équipés du matériel didactique et le matériel de communication nécessaire pour pouvoir améliorer au maximum la communication. Donc, j'imagine que si on revient à cela, il y aura beaucoup plus d'entrevues seront faites à travers des mécanismes comme Zoom, comme Facebook ou Skype, par exemple, que ça l'était par le téléphone, comme on le fait là, en 2018, où là, je téléphonais directement à mon invité en Europe et on enregistrait la conversation et on présentait ça. C'est vrai, parfois la communication n'était pas... la ligne téléphonique avait un peu de grichage, le son était un petit peu comme, pour utiliser une expression québécoise, il était un peu canisse, mais c'est sûr que si on revenait à cette version-là, j'imagine que les communications, les échanges seraient de meilleure qualité. Mais enfin, ça reste pour moi, là, jusqu'à maintenant, en date d'aujourd'hui, cette période des échanges avec des spécialistes internationaux était pour moi à chaque émission, ça me donnait l'occasion d'apprendre des choses qui étaient tout à fait fantastiques. Mais on reviendra d'ailleurs sur ces 10 émissions qui m'ont marqué, qui remontent toutes, bien sûr, à cette période. Je ne sais pas si toi, ça a été la même chose, mais non, bon, c'est pas la même chose. OK. Moi, il y en a qui m'ont marqué. Moi, j'ai fait un top 3 parce que je parle beaucoup plus rapidement que toi. Ce Oui. qui fait en sorte que je vais te faire tes 10, puis après ça, je reviendrai, à moins qu'il y en ait qui se rejoignent. Je pense qu'il y en a un qui se rejoint et OK. on aura l'occasion d'en reparler. Mais Christian, juste rappeler aux auditeurs que tu es à Radio X depuis un certain temps. Tu as commencé dans le show tard à donner des entrevues Oui. avec Mario Tremblay. Par la suite, il y a eu un changement d'animateur. C'est moi qui est arrivé. Oui. Après ça, tu m'as quitté pour un plus riche. Tu es allé faire un tour dans une autre station de radio. Et là, je t'ai manqué. Là, tu es revenu. Exact. Tu es revenu avec ton ex. Oui, c'est bien que tu le mentionnes parce que beaucoup, on en a déjà parlé il y a quelques semaines d'ailleurs, Ouais. parce que des gens, les habitués de Radio X, ont parfois l'impression de dire, oui, mais là, Christian nous parle, par exemple, je prends un exemple au hasard comme ça, bon, il nous parle de la possession d'Annelise Michel, mais Ouais. il en avait déjà parlé. Mhm. Mais c'est vrai, mais comme tu le mentionnes, j'ai commencé avec le Chotard, avec Mario Tremblay, il y a quand même une dizaine d'années, là, facilement. Là. Exact. Donc, et ensuite de ça, on a eu des périodes où, je me rappelle, les mercredis soirs, on avait, toi et moi, ensemble, une chronique d'à peu près 30 minutes Oui. où on évoquait toutes sortes de choses. Et dans certains cas, lorsqu'il y avait en parallèle la publication d'un de mes livres, ben, on a fait des émissions, des spéciales, des émissions qui se consacraient essentiellement un peu au contenu de mes livres et à des histoires qui, éventuellement, que j'ai repris dans Radio X-Files pour Voilà. les faire partager au public. Donc, c'est vrai que
pour les vieux de la vieille, dans certains cas, il peut y avoir un aspect de redondance, mais comme je l'ai expliqué il y a quelques semaines, je m'assure bien que les sujets que je traite dans Radio X-Files soient des sujets qui n'ont pas déjà été traités dans le cadre de cette émission-là en particulier, mais il est possible qu'il y ait des doublons avec des interventions que j'ai faites dans le passé. Ouais, Mais parfois, ça fait quand même une dizaine Exact. d'années que je suis à Radio X. Puis parfois, il y a des nouvelles informations qui arrivent, donc nécessairement, tu n'as pas le choix. Les auditeurs ne sont pas toujours au courant des histoires, donc tu n'as pas le choix de revenir un peu sur l'histoire pour ajouter les nouvelles informations. Mais Absolument. tout ça pour dire, cher ami, que quand tu étais revenu, moi, ça faisait depuis 2011 que je cherchais quelqu'un de ton genre pour faire ce type d'émission-là, parce que ça n'existe pas au Québec. Non. Ça n'existe pas au Québec et ça manque énormément. Puis, ce qui me faisait peur, c'est de trouver quelqu'un qui était un peu, pardonne-moi l'expression, mais... je te dirais, Christian, particulier. Je te dirais ça de même. Un illuminé. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, travailler avec quelqu'un qui, des fois, dérive un peu, j'ai un peu de difficulté avec ça parce que, veux pas, toi et moi, on travaille l'un avec l'autre. Donc, si je travaille avec quelqu'un qui dit carrément des niaiseries, ben, les gens vont dire, tabarouette, ces gens-là, c'est des niaiseux, tu sais. Puis moi, quand je t'ai trouvé, je t'ai vendu auprès des patrons parce que tu étais mon homme. Puis regarde, ça fait 100 émissions qu'on a. Les auditeurs sont là. Il y a du téléchargement comme pas possible de ce podcast-là. Les auditeurs prennent des petits moments pour nous écouter, se font des soupers en famille pour écouter les histoires, les fabuleuses histoires de Christian Page. Écoute, je te remercierai jamais assez d'avoir accepté d'avoir fait les Radio X-Files avec moi. Je suis ton premier auditeur à chaque vendredi, puis je suis très heureux de ça. Ah ben merci, c'est bien gentil, Yannick. Et d'un autre côté, là où tu marques un point, c'est que sur d'autres radios, je pense des radios plus régionales ou des radios communautaires, il y a quelques émissions où on se consacre aux phénomènes paranormaux. Mais on est souvent dans des émissions où il y a une volonté de faire la promotion du paranormal et où le sens critique souvent est déficient. Notre émission, puis je sais que je répète tout le temps la même chose, je sais que le message passe pas, et je sais que si dans 10 ans on est encore à ce micro-là à parler de ce sujet-là, je sais que le message ne sera pas encore passé. Mais il faut que les gens... J'insiste pour dire que moi, je ne suis pas pour ou contre. Je suis pas membre de l'association des sceptiques, puis je suis pas membre de l'association des amateurs d'ovnis ou des amateurs de fantômes. Je suis un journaliste, un communicateur qui me passionne pour ces sujets-là, et j'essaie de faire preuve de sens critique par rapport à ça. Donc, je ne prends pas position ni pour l'un ni pour l'autre. Je ne suis que le porteur du message. Donc, il ne faut pas, si le message que je livre, c'est de l'information. Donc, si le message que je livre ne plaît pas ou que l'information ne vous convient pas, c'est tout à fait correct. C'est à vous, c'est un outil supplémentaire que je vous donne dans votre boîte à outils et à vous de l'utiliser. Hein. Je veux dire, si à un moment donné, tu prends une information, tu ouvres ton encyclopédie, l'information qui est dans l'encyclopédie ne te convient pas, Yannick, tu ne commenceras pas à insulter ton encyclopédie et à le traiter de toutes sortes de noms parce qu'il t'a donné une information, tu comprends-tu? Tu vas fermer le livre, merci, bonsoir. Ben, je suis un peu comme ça, moi je ne suis que le type qui apporte de l'information. Encore cette semaine, j'ai eu des critiques parce que la semaine dernière, j'ai dit que l'une des observations d'OVNI, un des films qui circulent sur les OVNI, qui est tout récent, où on filme un peu tourné en obscurité, c'est vert, on voit une espèce de triangle qui se déplace. J'ai dit que cette histoire d'observation était probablement un phénomène de réflexion sur la lentille de la caméra. Mais c'est pas moi qui fais ça. Là. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la photo. Là. Je dis qu'il y a un type aux États-Unis, un Britannique qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Mick West, qui est un spécialiste de ce genre d'analyse. Il a regardé ces images-là. Il a fait une petite vidéo qui est d'ailleurs particulièrement convaincante, qui montre que ce phénomène-là est probablement une simple réflexion dans la lentille de la caméra. Donc, si moi je livre l'information, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute et qui n'aime pas cette information-là, ben ça donne rien de me traiter de Chijo connaissant, du cave puis de l'imbécile. Je veux dire, allez sur le site internet de Mike West, écrivez à Mike West, dites-lui ce que vous avez envie de lui dire. Moi, je ne suis que la courroie de transmission. Je ne fais qu'apporter l'information en disant « Oh, attention, on a une vidéo ici d'OVNI. Les amateurs, rapidement, vont accepter cette information-là. Mais si on regarde, il y a d'autres analyses, d'autres avenues. » Puis, c'est peut-être pas forcément l'explication que l'on voudrait entendre, mais c'est quand même une information dont on doit tenir compte
si on veut avoir une vision objective ou une interprétation objective de ce qui est présenté là. Donc, 100 émissions de Radio X-Files, ne vous inquiétez Oui. pas, parce que là, il y a des auditeurs qui m'écrivent en disant « Dites-moi pas que vous arrêtez ce soir. » Non, on est encore là. Je vais lire la palme des textos que j'ai reçus, Christian, avant de commencer l'émission. Salut Christian, salut Marceau. Juste vous dire que j'adore votre émission. C'est un de mes moments favoris de la semaine. Le vendredi, j'allume ma radio, je me débouche une bière, une maudite plus précisément de Unibrou, et je vous écoute. Et ça fait 100 vendredis soir que ma femme n'a pas de sexe pendant votre émission. Où est sa femme pendant ce temps-là? Wow! Ouais, ben excellent. Écoute, c'est toujours plaisant on dit souvent, bon, on fait des émissions pour plaire pas aux téléspectateurs, aux auditeurs, mais c'est toujours plaisant aussi d'avoir un retour, de voir un peu comment les auditeurs reçoivent cette information-là. Parce que bon, j'ai souvent tendance à m'arrêter aux mauvaises critiques, mais tu as tout à fait raison. Chaque semaine, on reçoit quand même des grosses bouffées d'amour des auditeurs. Hein. Les gens nous écrivent, on a écouté votre émission, on aime ça, on l'a téléchargé. Donc, c'est quand même pour regarder le bénéfice de ça. Voilà. Donc, ce soir, on fait le top 10 des émissions préférées de Christian Page pour ce qui est de Radio X-Files. Et on parlera aussi des zombies. Oui, on va parler des zombies en deuxième partie d'émission. Tu sais qu'aujourd'hui, on arrive pratiquement au mois de mai 2021. Au mois de mai 1981, donc il y a 40 ans pratiquement jour pour jour, des journalistes britanniques ont ouvert une porte qui a littéralement transformé, qui a donné ça a été un effet domino. Et ça a déclenché des réactions en chaîne qui ont littéralement bouleversé le monde de l'ethnopharmacologie, donc les plantes médicinales, etc., qu'on utilise. Hein, il existe une formation qui s'appelle l'ethnopharmacologie, où des scientifiques sont envoyés comme ça dans le monde, rencontrent des sociétés, entre guillemets, dites primitives, et étudient le type de plantes qu'ils utilisent pour voir s'il n'y a pas là-dedans des éléments médicinaux dont on peut tirer éventuellement des médicaments. Donc, c'est toute une discipline très complexe. Et en 1981, des chercheurs britanniques, des journalistes britanniques de la BBC, qui s'intéressaient à une histoire de zombies, ont littéralement bouleversé, en fait, on donne un coup de pied dans la ruche, qui a bouleversé le monde de la pharmacologie. Et tout ça implique des chercheurs de Montréal. Donc, le Québec a joué son petit rôle dans cette histoire-là. Donc, ça, on va en parler dans la deuxième partie d'émission. All right. Donc, on commence tout de suite. Numéro... Je vais y aller avec... en fait, c'est ça. Donc, sur les 10, il n'y a pas, en fait, une émission qui est que j'aurais favorisée plus qu'une autre. Ouais. Hein? Je les ai listés je les ai sortis selon la liste des diffusions, tout simplement. Donc, dans cet ordre de liste de diffusion, une de mes émissions favorites, c'est l'émission numéro 4, qui a été diffusée le 28 septembre 2018 et dont on avait donné comme nom Le Barbu de Coleraine. Donc, on revenait sur une histoire, en fait, c'était le 50e anniversaire d'un événement qui s'était déroulé à l'été de 1968 dans le petit cimetière de Saint-Joseph de Coleraine. Ça se trouve au pays de l'Amiens, c'est près de Thetford Mines. Et durant l'été donc de 1968, en fait la dernière semaine du mois d'août 1968, on a des gamins qui s'amusaient dans le cimetière local et qui affirment avoir vu une espèce de créature qui est humanoïde, mais qui avait une peau plissée, semblable un peu à un lézard. Elle avait une espèce de longue barbe également. Et donc, ces gamins ont raconté ça à leurs parents. Donc, il y a eu toute une réaction dans le village de Saint-Joseph de Coleraine, et c'est devenu, par la force des choses, l'un des grands classiques de l'ufologie québécoise. J'ai particulièrement aimé cette émission-là pour deux raisons. Dans un premier temps, c'est un classique. J'ai grandi avec cette histoire-là quand j'ai commencé à m'intéresser au phénomène des ovnis au milieu des années 1970. L'affaire de Coleraine datait déjà d'une dizaine d'années et c'était une histoire qui enflammait l'imagination. Hein. Des enfants dans un cimetière observent une créature mystérieuse pendant plusieurs jours, toujours à peu près à la même heure du jour. Et donc, quelques années après, j'ai enquêté sur cette affaire. J'avais pu retrouver les jeunes qui étaient devenus des adultes. J'ai même fait un reportage dans la série Dossier Mystère, la première mouture, parce qu'il y a eu 3 saisons de Dossier Mystère. Donc, dans la première saison de Dossier Mystère,
Là, on est au début des années 2000, 2004, 2005 à peu près, diffusé à Canal D. J'avais fait un reportage là-dessus, ce qui m'avait permis de retrouver les jeunes. Oui. Et qui m'avaient raconté leurs histoires, tout ça. Donc, pour la diffusion de Radio X-Files, l'émission numéro 4, je le rappelle, c'était le 28 septembre 2018, on avait reçu l'un de ces jeunes à l'émission. On n'a pas nommé son nom parce qu'il demandait l'anonymat, mais c'était l'un des gamins qui s'amusait dans le cimetière, qui a raconté un peu ce qu'il avait vécu à ce moment-là et comment cette histoire-là avait marqué, en fait, lui, ses amis, sa famille, et comment encore aujourd'hui, 50 ans après les événements, on continuait d'en parler. C'était un élément fort. Donc, il nous avait raconté son témoignage, et on avait eu aussi la chance d'avoir à l'émission Jean Cazot. Jean Cazot, c'est un personnage qui a marqué le milieu des ovnis, mais c'est un personnage que j'aime profondément. Hein, et les chances de voir sur la même émission un Jean Cazot et un Christian Page sont plutôt faibles, parce que Jean Cazot a un discours qui est diamétralement opposé au mien. Hein. C'est un discours très ésotérique, il fait appel à des espèces d'intelligence supérieure. Donc moi et Jean Cazot, on est vraiment aux antipodes. Mais néanmoins, faut pas se le cacher, dans les années 80, 90, ça fait très longtemps que je connais Jean Cazot. On a eu des moments de franche camaraderie. Je me rappelle d'ailleurs, au début des années 2000, il vivait à Paris, il a passé quoi, 1 année ou 2 ans à Paris, et je me rappelle, à un moment donné, il m'avait écrit en me disant, écoute, il savait que j'allais à Paris voir un spectacle de Johnny Hallyday, et là, il me dit, écoute, Christian, il dit, si tu viens à Paris, amène-moi un pot de beurre de peanut. Parce qu'il faut savoir que le beurre d'arachide est difficile à trouver, je ne sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, au début des années 2000, c'était difficile de trouver du beurre d'arachide dans les supermarchés français. Alors, je me rappelle, je m'étais retrouvé donc chez Jean à Paris, une soirée, j'étais avec ma copine de l'époque, Jean et son épouse, on a déambulé dans les rues de Paris. C'était une soirée magnifique, lui me racontait ses trucs un peu ovnis, je lui tirais un peu la pipe parce que bon, Jean a toujours été très croyant de les communications avec les extraterrestres et tout ça. C'est un moment de camaraderie là, très, très important. Donc, c'est un homme que j'aime profondément, Jean Cazot, même si je trouve qu'au cours des dernières années, son discours s'est un peu radicalisé. J'imagine que de son côté, il doit dire à peu près la même chose en ce qui me concerne. Mais néanmoins, ça a été pour moi un plaisir d'avoir Jean Cazot sur l'émission, même si nos discours sont tout à fait opposés. Donc, c'était l'émission Le Barbu de Coleraine avec l'un des gamins devenus adultes qui racontait cette histoire et Jean Cazot. Pourquoi Jean Cazot? Ben parce qu'à l'époque, en 1968, Cazot il y avait une seule organisation qui s'intéressait au phénomène des ovnis, hein, qui s'était formée en association. C'était la SRPM, la Société de phénomènes de recherche sur les phénomènes mystérieux. Une organisation qui avait été créée à Québec et Jean Cazot était le fondateur de cette organisation. Donc, lorsque l'affaire de Coleraine est arrivée, qui a été évoquée dans les journaux, éventuellement, Jean Cazot s'est retrouvé là-bas. Il avait rencontré les enfants, avait discuté avec eux. Donc, il a été l'un des premiers enquêteurs, avec Henri Bordelot, qui est un peu le père de l'ufologie québécoise, à s'être rendu sur place, avoir rencontré les gamins, avoir discuté avec eux. Et c'était le fun dans l'émission. Donc, non seulement on avait 50 ans après l'un des enfants qui racontait l'histoire, mais d'avoir aussi Jean Cazot qui nous donnait ses premiers feelings lorsqu'il est arrivé là-bas. L'affaire était toute chaude, les gens, comment ils percevaient cette histoire-là, et sa rencontre avec les gamins qui lui racontaient l'histoire de ce mystérieux personnage qu'ils avaient observé dans le cimetière de Coleraine. Pour moi, ça reste une très, très belle émission, ce mariage-là entre Jean Cazot, ce témoin, et la discussion qu'on avait eue pour souligner le 50e anniversaire de l'affaire du barbu de Coleraine. Et le mystère n'a jamais été élucidé. En fait, le mystère n'a jamais été élucidé parce que dans cette histoire-là, il faut bien le dire, on n'a pas d'éléments matériels, on n'a que des témoignages. Les témoignages d'une poignée de gamins qui racontent avoir vu un bonhomme mystérieux dans le cimetière. Les enfants n'ont pas changé leur version de l'histoire avec les années s'écoulant. Hein. Bon, les enfants étaient âgés entre, je crois, le plus jeune devait avoir 7 ans et le plus vieux avait 16 ans à l'époque. Et ces gens-là, comme je l'ai mentionné, ils sont devenus aujourd'hui, 50 ans plus tard, sont devenus des adultes. Ils continuent de parler de cette histoire-là. Ils la racontent avec les mêmes mots à peu près
près, avec les mêmes détails. Pour eux, il n'y a aucun doute qu'ils ont, durant l'été 1968, ils ont observé quelque chose de mystérieux dans le cimetière. Donc, ils en parlent avec une force de conviction, mais c'est sûr que sur le plan de la recherche, disons, objective, on n'a pas de photographie, on n'a pas de film, il n'y a pas de trace qui a été laissée, on n'a que les témoignages. Donc, ça reste une histoire anecdotique. Anecdotique, il ne faut pas le voir de façon péjorative, mais anecdotique dans la mesure où il n'y a rien qui nous permet de prouver la véracité du récit, mais c'est quand même une histoire qui a marqué beaucoup le domaine de l'ufologie au Québec. Toujours dans le top 10 de Christian Page, le Alien Mummies. Alien Mummies, c'est une émission qui a été diffusée le 14 décembre 2018. C'était notre émission numéro 15. Et il faut le remettre un peu dans le contexte. On en parle beaucoup depuis, là, ça fait quand même 2 ans et demi à peu près. À l'époque, il y avait un archéologue, entre guillemets. Là. Il n'y a pas une véritable formation d'archéologue, mais il se présente un peu comme un archéologue. Il s'appelle Thierry Jamin. Il vit au Pérou. Et Jamin a été en contact. Bon, on apprend qu'il a, par une façon un peu détournée, été en contact avec des pilleurs de tombes qui auraient découvert des momies à 3 doigts. Et des momies qui ressemblent étrangement à l'image populaire que l'on se fait des extraterrestres. Ils en ont, ces pilleurs de tombes en auraient trouvé plusieurs. Certaines ont ont à peu près la taille d'une poupée Barbie ou un petit peu plus gros qu'une poupée Barbie. Et d'autres ont des tailles humaines. Elles ont des positions variées. Par exemple, les plus petites momies sont tout à fait droites, comme une poupée. Les momies les plus grosses, celles qui ont la taille d'un être humain, sont recroquevillées en position fétale. Donc, toute cette histoire-là, lorsqu'elle a été rendue publique en 2018, a alimenté énormément la presse spécialisée dans les histoires de phénomènes paranormaux. Est-ce que oui ou non, près de Nazca au Pérou, des pilleurs de tombes avaient découvert une nécropole contenant des momies à 3 doigts, des momies de type extraterrestre? Alors, pour en savoir davantage, bon, évidemment, très rapidement, il y a eu une levée de boucliers dans les milieux académiques parce qu'on disait, attention, ces momies sont clairement des momies, dans le cas des plus grandes momies, on parlait de momies humaines que l'on aurait modifiées, donc mutilées pour nous faire croire que c'était des momies extraterrestres. Quant aux plus petites, il s'agissait plutôt de rafistolage, un peu artisanal, de toutes sortes de trucs. Donc, on sentait la fraude. Dans les milieux académiques, on décrivait cette histoire-là comme étant visiblement une fraude. Et à cette époque, donc, on avait, pour le besoin de l'émission, j'avais rejoint Alain Froment. Alain Froment, pour le situer, c'est un médecin, c'est un anthropologue. Il a été le directeur d'un projet de recherche sur les momies par le Centre national de la recherche scientifique en France. Et il a été responsable entre 2006 et 2016 de la collection d'anthropologie du Musée de l'Homme à Paris. Donc, on voit ici qu'on est dans des hautes sphères académiques. Et donc, ce Alain Froment est un véritable spécialiste des momies. Il avait enquêté sur cette histoire de momie péruvienne. Il avait consulté les documents qui étaient disponibles. Et à ce moment-là, Thierry Jamin, d'ailleurs, exhibait sur plusieurs sites des radiographies, des rayons X, des scans qui avaient été prises des fameuses momies. Et, faut le dire, Alain Froment nous a expliqué tout ça et il a littéralement mis à mal ce fameux dossier, nous expliquant pourquoi il n'y avait aucun doute qu'il s'agissait d'une fraude. Et donc, il s'est exprimé ex cathedra sur le dossier qu'on peut aujourd'hui considérer comme terminé et comme un dossier visiblement d'une fraude. Encore une fois, une arnaque qu'on a essayé de nous faire passer sur le dos des extraterrestres. Non, on n'a pas trouvé des momies extraterrestres dans le désert de Nazca, et ce, quoi qu'en dise Thierry Jamin. Il s'agit malheureusement d'une fraude et d'une manipulation. Et ce qui est triste là-dedans, et à plusieurs reprises, Alain Froment l'a mentionné, c'est qu'on s'approprie un patrimoine et on pille le patrimoine. Hein. Donc, on trouve des momies, on trouve des nécropoles, puis Dieu se sait qu'au Pérou, il y a énormément de... Comme il n'y a pas beaucoup de sous qui est consacré à la recherche archéologique, c'est un terreau fertile aux pilleurs de tombes qui
qui vont découvrir ces nécropoles, qui vont vendre les artefacts à des collectionneurs privés. Et malheureusement, ici, non seulement il y a un pillage qui est fait, mais il y a de la manipulation, des mutilations qui sont faites sur des momies, encore une fois pour essayer de tirer quelques dollars à des naïfs qui sont prêts à croire qu'on est en présence d'extraterrestres. C'est très triste, mais malheureusement, c'est souvent le lot d'une archéologie boiteuse qu'on retrouve souvent dans ces pays, entre guillemets, un peu sous-développés, mais à tout le moins des pays dans lesquels on n'investit pas beaucoup d'argent dans la conservation du patrimoine. Émission numéro 19, le guépant. Oui, l'émission numéro 19, c'était le 25 janvier 2019 et on parlait du GEPAN. Le GEPAN. Et ça, c'est vraiment exceptionnel parce que il faut savoir qu'au moment où on se parle, Yannick, dans le monde entier, il n'existe, et en particulier dans les pays occidentaux, il n'existe qu'une seule organisation étatique, donc qui relève de l'État, qui enquête sur les phénomènes des ovnis. Il n'y a pas d'organisme semblable au Canada, il n'y a pas d'organisme semblable aux États-Unis, même si au cours des derniers mois, la US Navy a dit qu'elle allait mettre de l'avant un programme, un groupe d'intervention pour enquêter sur les observations d'ovnis. Ça reste néanmoins un programme qui est monopolisé par le département de la Défense. Mais en France, c'est tout à fait l'inverse. Donc, au Centre national de la recherche spatiale, le CNES, donc la NASA française, ils ont un bureau qui a été créé à la fin des années 1970, qui s'appelait originalement le GEPAN, qui était le groupe le groupe d'enquête sur les phénomènes aériens non identifiés. Donc, à l'époque, c'était GEPAN, groupe d'enquête phénomènes aériens non identifiés. Et cet organisme-là était composé essentiellement d'ingénieurs qui travaillaient pour le compte de cette NASA française et qui colligeait de l'information sur les ovnis. Pourquoi c'est important un organisme comme celui-là? Parce que contrairement aux ufologues, et quoi qu'ils en disent, je sais que certains vont peut-être ruer dans les brancards, là, mais les ufologues, lorsqu'ils te disent, par exemple, que ce soit au Québec, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, quand ces gens-là te disent « Nous avons enquêté, il n'y avait pas de manœuvre militaire dans le secteur, il n'y avait pas d'avion civil, il n'y avait pas ci ou il n'y avait pas ça », très souvent, ils parlent, entre guillemets, à travers leur chapeau, parce qu'ils ne peuvent pas vérifier ça. Tu comprends? Moi-même, j'ai été longtemps ufologue, et crois-moi, lorsque je prenais mon téléphone, puis que j'appelais l'armée, puis je disais, oui, bonjour, département de la Défense, je suis Christian Page, à Saint-Jean-sur-Richelieu, je suis ufologue, et je voulais savoir si, mardi dernier, vous avez eu des manœuvres militaires dans tel ou tel secteur. La réponse venait assez vite, c'était, va donc chier. Ça se limitait à ça. Tu comprends? Tu n'as pas le moyen de faire ça. Tu es un petit individu et c'est certain que pour des raisons de défense, le département de la Défense ne te donnera pas ces informations. Et c'est exactement la même chose aussi avec l'aviation civile. Bon, aujourd'hui, au cours des dernières années, on a vu se développer des outils qui permettent aux gens, simplement en se branchant sur des domaines d'Internet, ils peuvent suivre le déplacement des avions commerciaux. Mais il y a 20 ans ou 30 ans, c'était impossible de faire ça. Donc, le seul moyen de le faire, c'était de contacter l'aviation civile et de demander est-ce qu'il y avait tel ou tel avion, c'était quoi l'horaire pour la soirée, est-ce qu'il y avait des porteurs qui étaient dans le ciel à ce moment-là. Et c'était encore plus difficile après le 11 septembre 2001. On le comprend à cause des événements du World Trade Center. Si tu voulais avoir de l'information, il fallait que tu arrives avec une bonne raison et dans certains cas, tu devais passer soit via la loi d'accès à l'information ou encore par presque un mandat judiciaire pour obtenir ces informations parce qu'elles étaient... On jugeait que c'est pas parce que tu t'intéressais à la question des ovnis que tu étais habilité à avoir ces informations-là. Donc, ça devenait très difficile. Puis ensuite, c'est un peu aussi la même chose. Tu peux pas appeler les services de police pour dire est-ce qu'il y a des témoins qui vous ont appelé pour vous signaler des observations d'ovnis. Si tu tombes sur un agent qui est particulièrement coopératif, il va te donner l'information. Sinon, on va t'envoyer paître dans l'air. On va te dire, là, gars, ça te concerne pas. Es-tu membre de la famille? Donc, il y a une grosse problématique pour la collecte des informations de la part des milieux ufologiques.
mais avec un organisme étatique comme le GEPAN en France, alors toutes ces difficultés sont aplanies. Le GEPAN avait pour mandat d'enquêter sur les observations d'OVNI et en fait de créer une espèce de centrifugeuse où toutes les informations provenant à la fois des services de gendarmerie, de l'aviation civile, de l'aviation militaire, peu importe, toutes ces informations arrivaient un peu colligées au même endroit pour qu'on puisse essayer de déterminer quelle était la nature de ces objets. Donc le GEPAN, groupe d'enquête sur les phénomènes aériens non identifiés, avec le temps, il a changé de nom. Il est passé au début des années 2000 sous le nom de CEPRA, Service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. D'ailleurs, je suis content de dire qu'en 2003 ou 2004, alors que je tournais ici au Québec une série diffusée à Z-Télé qui s'intitulait Enquête sur les ovnis, nous avons été l'une des toutes premières télévisions étrangères à être invitée au CNES, le Centre national des études spatiales, pour filmer, enquêter, d'y voir avec les gens là-bas comment ça fonctionnait, les services du CEPRA, qui était la deuxième mouture du GEPAN. Et donc, ça a été un grand plaisir de faire ça. Et depuis quelques années, le GEPAN, qui était devenu le CEPRA, est redevenu le GEPAN, mais on a ajouté un « I » dans l'acronyme pour dire groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc, on s'est donné une vocation d'information. Tous les dossiers du GEPAN sont maintenant disponibles sur Internet. Ils ont leur site Internet et on peut télécharger les dossiers. Et donc, ces gens-là font un véritable travail professionnel. Ce sont des ingénieurs, ils ont tous les outils à leur disposition pour mener ces investigations. Et il faut le dire, les amateurs d'OVNI n'aiment pas trop qu'on en fasse la promotion, mais d'année en année, le nombre de cas d'observation dites non identifiés, parce qu'on a des nouveaux outils, parce que les systèmes informatiques sont peaufinés, on voit chaque année le nombre d'observations dites non identifiées diminuer d'année en année. C'est ce que le GEPAN a une espèce de catalogue d'observations, les A, B, C et D, D étant les observations de type non identifié. Et aux dernières nouvelles, le nombre de cas en France qui étaient classés dans la catégorie non identifiée était moins de 5%. Donc, ça tombe littéralement sous le négligeable. Et ici, on est en présence d'un organisme civil dirigé par des spécialistes, des ingénieurs, des gens qui connaissent bien l'investigation sur le terrain, qui ont tous les moyens à leur disposition pour faire les vérifications qui s'imposent. Et le nombre diminue fortement. Et pour l'occasion, donc pour cette émission numéro 19 sur le GEPAN, on avait eu la chance d'avoir en entrevue Xavier Passot, qui a été l'un des directeurs du GEPAN. En fait, il a été directeur du GEPAN de 2011 à 2016. En fait, il a été là lorsqu'il y a eu cette fameuse transition entre le CEPRA, qui est redevenu le GEPAN, et il a mis de l'avant de nombreux outils qui permettaient aux gens qui s'intéressaient à la question des ovnis d'avoir un meilleur accès à ces dossiers du GEPAN. Et donc, Xavier Passot nous avait parlé à la fois à l'interne comment ça fonctionnait le GEPAN et de sa position par rapport à la question des ovnis, l'utilité de maintenir en place un organisme comme celui-là et quel était le service public, en fait, parce que il faut juger il faut le dire, le GEPAN à plusieurs reprises a été dans le collimateur des critiques qui disaient « Oui, mais si finalement il n'y a à peu près pas d'observation d'OVNI, et à tout le moins le GEPAN est clair là-dessus, ou même dans les cas qui demeurent non identifiés, il n'y a rien qui permet de croire qu'il puisse s'agir d'engins de véhicules d'origine extraterrestre. » Sur ce point-là, le GEPAN, il est particulièrement explicite. Et lorsque la question était posée, mais si les ovnis ne sont pas des extraterrestres et qu'ils sont ou des méprises ou des cas mal documentés, pourquoi maintenir en place un service étatique qui enquête sur ces histoires? Et Xavier Passot nous avait clairement expliqué que ça permet de rassurer les gens et éviter les dérives, parce que on le voit ici au Canada, ou on le voit au Québec, comme il n'y a pas d'organisme auquel on peut se référer, on a toutes sortes d'organisations qui se réclament de l'ufologie. Certaines font un bon travail, mais d'autres sont carrément fantaisistes et racontent à peu près n'importe quoi. Avec le GEPAN en place, ça permet d'éviter ce type de dérive. Donc ça, c'est une de mes émissions favorites, émission numéro 19, qui avait été diffusée le 25 janvier 2019, avec comme invité Xavier Passot. Pour une de tes émissions
préféré, qui fait aussi partie de mon top 3, mon cher Christian, parce que ça m'est arrivé. C'est un événement qui m'a terrorisé la première fois. Ça m'est arrivé 2 fois, mais la première fois, j'étais terrorisé parce que j'étais persuadé que j'allais rester comme ça jusqu'à la fin de mes jours. L'émission sur la paralysie du sommeil. Oui, les terreurs nocturnes, moi, c'est un phénomène que je ne connais pas, hein. Je n'ai entendu parler, j'ai lu énormément de littérature sur le sujet. Il est souvent associé au phénomène soit de possession ou au phénomène de visite extraterrestre. C'est le phénomène des paralysies du sommeil et des terreurs nocturnes. C'était une émission du 1er mars 2019 et on avait eu la chance d'avoir parmi nous, en échange, la docteure Claudia Picard-Delan, une Québécoise, qui est chercheuse en neurosciences au laboratoire des rêves et des cauchemars de l'Université du Québec. Donc, elle nous avait un peu expliqué quels étaient les mécanismes qui font qu'on vit ce phénomène de la paralysie du sommeil. Donc, en gros, c'est le sujet se réveille, mais il est incapable de bouger. Donc, c'est un peu comme si sa conscience était là, mais pas son corps physique. Et c'est souvent accompagné de toutes sortes de sentiments, et même dans certains cas, de visions, d'hallucinations auditives et visuelles. Ce qui fait que ça peut être, pas nécessairement pour tous les cas, mais ça peut être dans certains cas une très très bonne explication à des phénomènes où des gens disent « j'étais dans mon lit, j'étais paralysé et j'ai cru apercevoir une forme près de mon lit, peut-être un petit gris, un fantôme, un démon, peu importe ». Donc Claudia Picard, le docteur Claudia Picard-Delan nous a expliqué un peu tous ces mécanismes-là et ça nous permettait de se familiariser avec un phénomène qui, on l'a appris dans l'émission, qui est beaucoup plus répandu qu'on pourrait le croire. Hein. Les gens qui vivent ça, le vivent avec une certaine angoisse lorsque le phénomène se produit pour la première fois. Et on a eu l'occasion d'avoir le témoignage de Yannick Marceau qui nous a raconté sa propre expérience de paralysie du sommeil. Ouais, et ce qui m'avait surpris, parce que tu avais sorti énormément d'informations, c'est que la paralysie du sommeil, quand on la subit, nous, on a l'impression que c'est 2-3 heures, mais en réalité, c'est une trentaine de secondes. Voilà. En fait, le mécanisme, hein, ce que nous a expliqué la docteure Picard-Delan, c'est que au moment où on s'endort, notre cerveau envoie toutes sortes de marqueurs chimiques dans notre corps pour dire, voilà, on dort, les muscles doivent être au repos. Dans un monde idéal, lorsque l'on dort, on devrait être complètement statique, ne pas bouger du tout. Mais bien sûr, ça ne fonctionne jamais comme ça. C'est pas toujours efficace à 100%. Et c'est pourquoi notre conjoint ou notre conjointe, au moment où il dort, parfois il va marmonner, il va bouger, faire un geste brusque. Et bon, c'est normal, il y a de ces réactions parce que le mécanisme n'est pas 100% étanche. Mais il va se développer dans certains cas des parasomnies, donc des troubles du sommeil, où là, soudainement, le sujet va se lever durant la nuit, il va aller se faire un sandwich, hein, il va être victime de somnambulisme, alors que pourtant son corps devrait être au repos dans le lit. Donc là, ici, on est en présence d'une parasomnie et la paralysie du sommeil est l'un de ces troubles du sommeil où là, cette fois, l'esprit se réveille, mais le cerveau est lent à envoyer les mêmes marqueurs chimiques au corps pour dire, voilà, maintenant je suis réveillé, tu peux reprendre possession de ton corps. Donc, il y a une espèce d'écart qui se forme. Et donc, durant cette période, évidemment, pour la personne qui vit l'expérience, ça peut être très angoissant. Émission numéro 26, la révélation des pyramides. Oui, c'était le 15 mars 2019. On revenait sur un documentaire qui a énormément fait jaser sur les réseaux sociaux. C'est un documentaire d'à peu près 2 heures qui a été fait par une espèce d'illuminé français qui s'appelle Jacques Grimaud. Et là, il nous inondait de chiffres et de toutes sortes de spéculations sur la construction, principalement de la grande pyramide de Khéops sur le plateau de Gizeh en Égypte. Et là, c'était le nombre d'or, le nombre de ceci, puis si on divise la pyramide par ceci ou par cela. Donc, ce qui était clairement exposé ici, c'était que la grande pyramide était une construction telle que les Égyptiens de l'Antiquité n'auraient jamais été capables d'atteindre ce niveau de perfection s'ils n'avaient pas été en contact ou bien avec des extraterrestres ou avec les descendants ou survivants d'une super civilisation comme les Atlantes ou ce genre de type. Alors, pour répondre à ça,
On a contacté Jean-Pierre Adam. Il faut savoir que Jean-Pierre Adam, en France, il est énorme. C'est un archéologue et un architecte excessivement réputé. Il est à peu près de toutes les émissions où l'on parle de l'Égypte antique. C'est l'un des grands noms de l'égyptologie française. Il est enseignant à l'École du Louvre, c'est pas rien. Et il est l'auteur de plusieurs ouvrages qui oppose en fait l'histoire, ce que l'on sait de l'histoire, versus des théories souvent un peu fantaisistes, anciens astronautes, les extraterrestres, les Atlantes, etc. Donc on avait reçu Jean-Pierre Adam, qui avait en un tour de main un peu démonté tous les arguments à peu près qui sont présentés dans ce documentaire, ce mauvais documentaire sur la construction des pyramides, et nous avait expliqué un peu comment le chantier de la pyramide avait été élaboré, comment les blocs avaient été transportés, comment les blocs avaient été montés, et aussi pas seulement le dire, mais également nous expliquer quelles étaient les références archéologiques qui nous permettaient d'avoir une assurance sur ça. Il faut savoir que aujourd'hui, grâce à l'archéologie, on a déterré de nombreuses rampes autour de la pyramide qui montrent très très bien comment les blocs étaient amenés, acheminés jusqu'au chantier, comment ils étaient superposés les unes aux autres, comment travaillait chacune de ces équipes. On a mis à jour également le chantier des ouvriers, les outils qu'ils utilisaient. Donc, Jean-Pierre Adam nous a fait pendant, c'était 2 heures, un extraordinaire travail de vulgarisation scientifique pour faire le tri entre ces spéculations outrancières où on attribue à des extraterrestres et à des Atlantes la construction des pyramides et la vérité archéologique et historique. Jean-Pierre Adam avait notamment insisté pour dire l'un des grands drames que l'on vit avec ça, c'est pas simplement de dire bon, c'est amusant, ça divertit, bon, et on n'a rien contre le divertissement. Le problème ici, c'est que des civilisations entières sont spoliées de leur réalisation. Au lieu de dire voilà, le peuple de l'Égypte antique était un grand peuple de mathématiciens, de constructeurs et d'architectes. On dit, finalement, c'était des imbéciles, c'est des extraterrestres qui ont construit tout ça à leur place. Et ça, c'est malheureux parce que on retire aux Égyptiens le mérite d'avoir construit ce qui demeure encore aujourd'hui la dernière des 7 merveilles du monde antique. Les autres merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, tous ces 7 merveilles du monde antique, elles ont disparu, sauf une, la grande pyramide de Khéops à Gizeh, en Égypte. On est à la 100e des Radio X-Files ce soir et Christian a eu la bonne idée de nous faire son top 10. Donc, on a parlé de l'émission 4, l'émission 15, 19, 24 et 26. Puis après la pause, on en fait 5 autres. Et Christian vous a réservé un petit moment spécial où il parlera de la pire émission de Radio X-Files. La pire. On vient. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 18h53, on vous rappelle ce soir que c'est la 100e de Radio X-Files avec Christian Page. On va parler bien entendu des zombies, mais on parle aussi du top 10 de Christian. On a fait les 5 premières émissions et maintenant on est rendu aux 5 autres. On commence avec la fameuse chasse aux sorcières. Oui, c'était notre émission 52, diffusion le 1er novembre 2019. Notre invité était le professeur Patrick Snyder. Patrick Snyder, il est professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Il est associé au Centre d'études du religieux contemporain. Donc, on est revenu sur ces fameuses histoires, on en a tous entendu parler, ces grandes chasses aux sorcières qui ont marqué une partie de la Renaissance. Et si on regarde essentiellement ici au Québec, bien sûr, on connaît bien l'histoire des sorcières de Salem, parce que c'est la porte d'à côté, c'est au Massachusetts. Mais en Europe, il faut savoir que durant la période de la Renaissance, on n'a pas les chiffres exacts, mais on parle entre 100 000 et 200 000 personnes qui auraient été exécutées sous des accusations d'avoir pactisé avec le diable, de s'être livré à la sorcellerie. Et il y a toutes sortes de légendes et de mythes qui tournent autour de ces histoires de chasse aux sorcières. Donc, Patrick Snyder était un spécialiste de ce sujet-là. Il a notamment écrit 2 ouvrages qui touchent le domaine, cet univers de la chasse aux sorcières. Il a d'abord écrit un ouvrage en 2000 qui s'intitulait « Représentation de la femme et chasse aux sorcières entre le 13e et le 15e siècle ». Et ensuite, plus tard, en 2007, il a publié 3 figures du
diable à la Renaissance. Et donc, c'était l'invité tout désigné pour nous parler de ces grandes chasses aux sorcières qui ont marqué toute une période durant la Renaissance. Et j'ai adoré discuter avec lui parce que ça nous a permis de tracer une frontière entre le mythe, ce que l'on raconte, ce que l'on voit souvent au cinéma, et la réalité qui était liée à ces grandes chasses aux sorcières. Émission 56, le Poltergeist d'Actonville. Ah, l'une de mes histoires favorites, hein, le Poltergeist d'Actonville. Encore la semaine dernière, on en a parlé. C'est une émission qui a été diffusée le 29 novembre 2019. Bon, le Poltergeist d'Actonville, c'est probablement l'histoire de Poltergeist la plus connue au Québec. Elle s'est déroulée dans la première semaine du mois de janvier 1969 à Actonville. Et ça se passait dans la maison de la famille Saint-Onge, qui gardait à ce moment-là une fillette de 7 ou 8 ans, la jeune Guylaine. Et pendant 3 soirées consécutives, des phénomènes mystérieux se sont produits, des portes d'armoire qui s'ouvraient, se fermaient toutes seules, des meubles qui se renversaient, des bruits de pas dans les escaliers. Il y avait toutes sortes de phénomènes vraiment exceptionnels. Et les Saint-Onge, des gens très impliqués dans leur communauté et très impliqués auprès de l'Église également, ne sachant plus à quel saint se vouer, sans faire de mauvais jeu de mots, ils ont contacté le presbytère. Et à ce moment-là, 3 jeunes vicaires qui étaient là, alors que le curé, lui, n'était pas encore de retour de ses vacances de Noël. Donc, il y avait 3 jeunes vicaires qui assuraient la permanence au presbytère. Et donc, ces 3 vicaires se sont rendus chez les Saint-Onge les 3 soirées consécutives. Ils ont été témoins de ces manifestations, vraiment des manifestations au superlatif, là. C'était vraiment extraordinaire. Et j'ai eu la chance, justement, dans un dossier pour la série Dossier Mystère, de retrouver les prêtres encore vivants qui avaient été impliqués dans cette histoire-là. Hein, c'était les pères Normand Bernier, le père Claude Léveillé, le père Bérard. Et le père Bérard étant décédé, donc j'ai eu la chance de m'entretenir avec les pères Léveillé et Normand Bernier. Et ils m'ont raconté donc les événements qui étaient survenus ce soir-là. Le père Bernier, d'ailleurs, a pris de nombreuses photographies. Et on a eu l'occasion, la chance extraordinaire pour cette émission sur le Poltergeist d'Actonville d'avoir en ondes le père Normand Bernier qui nous a fait le plaisir de venir discuter 50 ans après de ces événements qui n'avaient pas quitté sa mémoire et qui restaient marqués. Donc les événements du plus célèbre cas de poltergeist au Québec, le Poltergeist d'Actonville, avec comme invité le père Normand Bernier. Pour moi, ça reste... Si ce n'est pas mon émission favorite, c'est certainement l'une de mon top 3 là, des grandes émissions qu'on a fait, là, le Poltergeist d'Actonville. J'ai adoré. Émission 63, le Wendigo. Le Wendigo. Donc, le Wendigo, c'est un peu l'esprit de la forêt. Et dans le cas précis où on l'avait abordé, nous, c'était le 31 janvier 2020. On l'avait abordé à travers un événement très malheureux, en fait surprenant d'ailleurs, une série de meurtres qui ont été commis en 1879 en Alberta par un autochtone du nom de Swift Runner. C'était le nom qu'il se donnait. Il avait assassiné toute sa famille et les avait dévorés. Et lorsqu'il est revenu donc auprès de la civilisation, les gens se sont étonnés de voir qu'il n'était pas accompagné de son épouse et de ses enfants. On s'est mis à enquêter pour découvrir qu'il les avait assassinés dans la forêt, les avait dévorés. Et en disant, j'ai commis ces gestes-là parce que j'étais possédé par un esprit, l'esprit du Wendigo. C'est un peu un esprit malfaisant de la forêt. Et pour les besoins de cette émission, on avait reçu mon amie Mireille Thibault. Mireille Thibault, qui habite d'ailleurs la région de Québec, est psychologue et ethnologue. Elle a aussi une formation en criminologie et elle a publié en 2012 un ouvrage intitulé « La légende du Wendigo ». Donc, on avait donc raconté l'histoire de ce Swift Runner, une histoire tout à fait épouvantable qui a marqué l'imaginaire et qui fait partie de l'une des histoires les plus abominables des archives canadiennes sur des crimes tout à fait abjects. Émission 71 qui fait aussi partie de mon top 3, donc c'est la deuxième émission qui fait partie de mon top 3, le Poltergeist de la machine. Oui, le Poltergeist de la machine, une histoire qui nous renvoie au milieu de la France en 1973, petit village de la machine. Pourquoi ce nom un peu mystérieux ou bizarre, la machine? Parce que dans ce village, il y avait une mine où on extrayait, on tirait des matériaux qui servaient aux voies ferrées.
Et donc, cette fameuse roche, cette houille qu'on utilise pour les voies ferrées. Et pour l'extraire, cette pierre que l'on utilise pour le ballast des voies ferrées, on a construit une grande machine dans le village qui tirait la pierre, qui extrayait la pierre. Et le village a pris tout le monde disait, c'est l'endroit où il y a la machine. Et le village est devenu la machine. Donc, en 1973, l'une des petites maisons qui est occupée par les gens qui travaillent justement à cette machine, la majorité de la population locale, ce sont des employés de cette mine de houille. Et là, il y a des événements mystérieux qui vont entourer une famille, coups frappés dans les murs. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'histoire de la machine, c'est que les phénomènes se produisent autour d'un petit garçon qui s'appelle Dominique et il y a des échanges intelligents entre les coups frappés dans le mur et Dominique. Et les policiers, à cause de tout le tapage, le remue-ménage que ça fait dans le village, les policiers locaux vont se rendre sur place. Et là, les policiers, avec leur grand étonnement, demandent à Dominique, si tu parles au fantôme du mur, dis-lui qu'il frappe 3 coups. Et là, on entend les 3 coups qui frappent dans le mur. Et là, il y a des échanges qui se font entre Dominique, les coups dans le mur, et tout ça enregistré par les forces de la gendarmerie. Et l'une des personnes impliquées dans cette investigation, c'était le professeur Yves Lignon, qui s'était rendu sur place, avait rencontré la famille, rencontré les policiers. Donc, on a eu la chance, durant cette émission, de faire entendre les coups frappés dans le mur qui avaient été enregistrés par les gendarmes. Yves Lignon nous avait raconté un peu son expérience in vivo, puisqu'il était là, avait côtoyé ces gens-là. Yves Lignon, il faut savoir qu'il est mathématicien, il est statisticien également à l'université Toulouse-Le Mirail. Je dis il est, mais bon, il a pris sa retraite depuis. Et il est, depuis plusieurs décennies, il est une figure de proue de la parapsychologie française. C'est un incontournable. Dès qu'on parle de parapsychologie en France, Yves Lignon est un incontournable, une des figures de proue, et il a été impliqué dans l'une des histoires les plus retentissantes de poltergeist jamais rapportées en France, celle de la machine, et on avait eu donc la chance de l'avoir en ondes avec nous pour qu'il nous raconte son expérience et nous faire entendre également ses enregistrements tout à fait exceptionnels rapportés par la gendarmerie locale. Et on termine le top 10 avec l'émission 72 et 73, les dérives archéologiques. Oui, c'est une émission parce que l'entrevue avait été très longue. On avait abordé plusieurs sujets. Notre invitée était la charmante Faustine Boulay. Faustine Boulay, c'est une spécialiste des techniques anciennes picturales et graphiques. Elle est diplômée de l'École du Louvre. Elle est doctorate en égyptologie et elle est présidente fondatrice de l'Association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie. Donc, de longs titres à mettre sur un CV. Et Faustine nous avait parlé dans un premier temps donc de la raison de la création de cet organisme, c'est les dérives qu'on voit à propos de l'histoire, où là, les gens se mettent à raconter n'importe quoi, extraterrestre, Atlantide, elle a senti le besoin, parce qu'il y en a de plus en plus, et même ici au Québec, on le voit, des émissions populaires, Nos ancêtres les extraterrestres, où on fait des amalgames un peu gratuits, et même on avance des hypothèses tout à fait boiteuses. Donc, elle a senti le besoin qu'on devait un peu informer les gens, dénoncer ces dérives. Donc, elle crée l'association, mais également par sa formation, elle est une spécialiste des techniques anciennes et picturales, et on le sait, lorsque l'on parle du phénomène des ovnis, il suffit de consulter la littérature pour voir qu'il existe de très nombreuses reproductions de tableaux, de peintures, d'illustrations, de graphiques qui remontent principalement à la Renaissance, où on voit des formes dans le ciel qui semblent, à nos yeux, d'individus du 21e siècle, d'individus du 20e siècle, habitués aux voyages spatiaux, qui avons suivi les sondes se poser sur Mars, Persévérance, mais qui avons vu aussi les hommes aller sur la Lune avec les missions Apollo. Donc, quand on regarde tout ça, toute la technologie qui nous a imbibés, on a l'impression de voir des aéronefs, des vaisseaux spatiaux, des avions, etc. Mais c'est parce que l'on voit ça avec nos yeux d'hommes du 20e, 21e siècle. À l'époque, à la Renaissance, les gens ne pensaient pas comme nous, ne voyaient pas la même chose que nous. Ils avaient des représentations iconographiques très particulières lorsqu'il s'agissait du domaine religieux. Et Faustine Boulay nous a fait un travail de décantage remarquable autour d'une dizaine
de peinture, d'illustration très, très populaire dans les ouvrages sur les ovnis, que l'on nous présente comme étant des ovnis, mais qui, une fois qu'on nous explique la situation et quelles étaient également l'imagerie de cette époque, on comprend bien que tout ça ne sont que des représentations célestes du divin, et le divin s'illustrait, se manifestait de très nombreuses manières, et c'est pourquoi on voit ces espèces d'auréoles parfois dans le ciel sur des tableaux du Moyen-Âge ou principalement de la Renaissance, qui n'ont rien à voir avec des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Donc voilà, c'est ce qui termine notre top 10 des émissions préférées de Radio X-Files. Maintenant, on parle, j'ai trouvé ça drôle que tu mettes ça là-dedans, la pire émission. La pire émission, et c'est pas la pire émission pour le contenu, mais c'est une émission qui m'a particulièrement bouleversé parce que j'ai appris une leçon. C'est une émission qu'on a fait le 21 décembre 2019. Le sujet était le Jésus historique. Donc, on avait, pour les besoins de l'émission, on avait reçu Marc Dumas. Marc Dumas, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke. Il est professeur au Centre d'études du religieux contemporain, président de la Société canadienne de théologie. C'est un spécialiste de Jésus. Donc, la question qu'on se posait, est-ce qu'il y a eu un Jésus dans l'histoire? Pas forcément le Jésus qu'on imagine des évangiles qui marche sur les eaux, qui multiplie les pains, mais est-ce qu'il y a eu un personnage qui s'est appelé Jésus? Et là, écoute, cette émission-là a été pour moi très cruelle parce que ce que je me rends compte, c'est que la radio, on peut faire ça dans un contexte d'une conférence, on peut faire ça dans un documentaire télé, mais la radio est un médium beaucoup trop généraliste pour toucher des sujets aussi sensibles que celui-là de la religion. Écoute, j'ai été insulté de tous bords, tous côtés, et j'ai assisté à ce que l'on appelle dans le domaine journalistique le biais du faux consensus. C'est-à-dire que, supposons que je te parle des enlèvements extraterrestres, ben là, les gens vont me dire « Oui, mais lisez John Mack ou allez voir tel truc sur Internet ». Ça, c'est ce qu'on appelle en journalisme le faux consensus. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as l'opinion d'une personne que cette opinion-là est le reflet de l'ensemble de la communauté. Donc, si on parle des enlèvements extraterrestres, John Mack, par exemple, était un psychiatre attaché à l'université Harvard qui était plutôt ouvert à la possibilité que les enlèvements extraterrestres dissimulaient une réalité exotique. Donc, pas forcément que les gens étaient enlevés, amenés à bord d'un vaisseau spatial, mais qu'il devait y avoir une espèce de volonté, une intelligence derrière ça qui manipulait les gens et qui les amenait à croire qu'ils avaient été enlevés par des extraterrestres. Grosso modo, c'est la ligne que propose John Mack. Mais l'opinion de John Mack est-elle le reflet de l'opinion générale? Pas du tout. C'est tout à fait le contraire, d'ailleurs. Pour un John Mack, tu as 100 000 psychologues ou psychiatres qui vont dire que les enlèvements extraterrestres, ce sont des phénomènes, des fantasmes nés dans l'imaginaire des gens qui affirment avoir été enlevés. C'est ce qu'on appelle le faux consensus. L'opinion d'un individu n'est pas forcément l'opinion de la communauté. Il faut toujours se rappeler, et c'est mon travail de le faire à la radio, d'essayer de me rapprocher de ce qu'on appelle la théorie la plus largement admise. Et dans le cas de Jésus, l'opinion généralement admise, à peu près 75% des historiens, des archéologues, diront « il est fort vraisemblable qu'il y a eu un individu qui jouait le rôle de Jésus, qui devait s'appeler Jésus, puis qu'il y avait des gens autour de lui qui le suivaient, une espèce de rabbin. Bon, a-t-il marché sur les eaux? S'est-il ressuscité, etc.? C'est un autre domaine. Mais grosso modo, l'hypothèse généralement admise en histoire, qui est à peu près l'assentiment de 75% des historiens et des archéologues, c'est celle-là. Mais bien sûr, il y a un 20-25% de gens qui ne sont pas du tout de cet avis-là, qui croient, par exemple, que Jésus a été un personnage entièrement inventé. Mais ce n'est pas l'opinion généraliste. Donc, quand les gens écoutent, c'est épouvantable, là, les gens maudits épais, va lire un tel, va documenter. Écoute, c'était épouvantable. Alors que je comprends qu'il y a des gens, il y a des voix dissidentes, et en particulier lorsque l'on touche l'histoire, il faut se le dire, on n'a pas d'écrit de la main de Jésus, puis on n'a pas de preuves matérielles de son existence, on n'a pas son os, on n'a rien de lui, on n'a pas son ADN, on ne sait pas. Ce sont des écrits pour la plupart, et d'ailleurs, la plupart des écrits que l'on a sont des écrits religieux. Les quelques écrits que l'on a, qui sont des écrits laïques, donc des écrits non religieux, ils sont très controversés et ils sont
excessivement ténue. Hein? Une référence à gauche ou à droite, où on laisse peut-être supposer l'existence du Jésus, mais on n'a pas beaucoup de documents. Mais il faut quand même savoir que 90% des sources antiques ont été détruites, brûlées ou autres. Donc, on n'a pas ce matériel-là. Mais, encore une fois, l'hypothèse généralement admise pour à peu près 75% des historiens, c'est qu'il y a eu un Jésus historique. Mais je comprends que il y a des gens qui sont incapables de faire la distinction entre religion et histoire. Et là, écoute, pendant une semaine à peu près, j'ai dû me débattre là-dedans et j'ai vite compris que je ne ferais plus d'émissions de ce type-là. C'est dommage, parce qu'il y a plein de sujets qu'on aurait pu aborder. Y a-t-il eu un Moïse? Est-ce que les Hébreux ont erré pendant 40 ans dans le désert? Est-ce que l'arche de Noé se trouve sur le mont Ararat en Turquie? Malheureusement, c'est des bons sujets à développer peut-être en conférence ou dans des documentaires, mais la radio est un médium beaucoup trop généraliste pour aborder des sujets aussi sensibles que ça. Et c'est pourquoi cette émission sur le Jésus historique m'a marqué au fer rouge, littéralement, et j'en garde un très mauvais souvenir. Sais-tu à quoi ça me faisait penser? Vas-y. Au temps des fêtes dans le temps. Si jamais il y en avait un autour de la table qui commençait à parler des Canadiens ou des Nordiques, ça virait toujours en scandale. Ah, absolument. Donc, je me dis, bon, ça, on n'ira plus dans ces eaux-là. Je vais quand même mentionner, Yannick, avant qu'on ferme ce dossier-là sur les 10 meilleures émissions de cette 100e de Radio X, je tiens quand même à souligner la présence d'habitués, qu'on a reçus à plusieurs reprises à l'émission, notamment Jocelyn Keller, qui a participé à 7 de nos émissions, Richard Nolan, qui est un nom de plume, son vrai nom c'est Olivier Reynaud, qui lui aussi a participé à 7 de nos émissions, et le docteur Régis Solery qui a participé à 4 de nos émissions. Donc, les souligner la collaboration particulière de ces habitués des Radio X qui ont fait un excellent travail. Un gros merci. On fait une courte pause, il est 19h10. Après la pause, on parle enfin des zombies. Les zombies. Mon grand-père me disait toujours, il faut pas toucher aux zombies. Non, fais attention. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. On vous rappelle qu'on a une page Facebook pour communiquer avec vous, que ce soit la semaine ou la fin de semaine. On met nos podcasts à cet endroit-là, sur cette fameuse page Facebook-là. Simplement aller faire un tour sur Radio X Files et vous likez la page et voilà, vous aurez l'actualité à chaque fois qu'on en rajoute. Mon cher Christian, on parle des zombies. Oui, effectivement, comme je l'ai mentionné en début d'émission, en mai 1981, il y avait une histoire qui circulait à propos d'un individu qui se disait un zombie du nom de Clervius Narcisse. Ça se passait tout près de Port-au-Prince. Et l'affaire avait attiré l'attention des journalistes de la BBC qui se sont rendus sur place, qui ont rencontré Clervius Narcisse, qui ont discuté avec lui. Et tout ça a amené à s'interroger sur la question, mais comment est-ce, si ce type-là est, et s'il est ce qu'il prétend être, comment est-ce que les sorciers vaudous réussissent-ils à créer des zombies? Et ça a été un espèce de coup de pied dans la ruche qui a déclenché des mécanismes en chaîne et des chercheurs se sont intéressés pour une première fois à cette question et leur découverte a transformé, bouleversé le monde de la pharmacologie. Alors aujourd'hui, j'ai préparé une petite capsule sur l'histoire de comment on a trouvé les secrets de la zombification. Durant la capsule, je vais mettre en ligne sur la page de Radio X-Files quelques photos, 4 photos qui vont permettre aux gens de se situer dans cette histoire-là, en tout le moins de voir des éléments liés à l'histoire. Et puis après, on pourra en discuter un peu des tenants et aboutissants de cette découverte. Donc sans plus tarder, les zombies. À l'été de 1980, un homme se présente au marché public de l'Esther, en Haïti, un village situé à 85 km au nord-ouest de Port-au-Prince. L'individu a à peine 60 ans, mais il en paraît facilement 10 de plus, tant ses traits sont tirés. Il est presque chauve et marche le corps courbé,
comme s'il portait sur ses épaules un trop lourd secret. Au détour d'un étal, il accoste une certaine Angelina Narcisse. Il affirme être son frère Clervius. Pour Angelina, cet homme, malgré la ressemblance frappante, ne peut être qu'un imposteur. Comment pourrait-il en être autrement? Clervius est décédé en 1962 à l'hôpital américain Albert Schweitzer de Deschapelles, toujours en Haïti, et son corps a été inhumé dans le cimetière local. Angelina a elle-même assisté aux obsèques. Alors comment, maintenant, 18 ans plus tard, Clervius pourrait-il ainsi ressurgir d'entre les morts? La réponse est simple. Il est un zombie, explique-t-il. Pendant un long moment, le couple reste là à discuter, à se remémorer des souvenirs d'enfance. Des souvenirs que seul Clervius peut connaître. De plus en plus persuadée d'avoir affaire à son aîné disparu, Angelina comprend qu'elle doit chercher de l'aide. Mais vers qui se tourner? Lorsqu'Angelina Narcisse conduit son frère au Centre de psychiatrie et de neurologie de Port-au-Prince, le seul établissement du genre en Haïti, le directeur de la clinique, le docteur Lamarque Douillon, est loin de s'imaginer que ce soi-disant zombie va bouleverser le monde de l'ethnopharmacologie. Depuis 1961, depuis la mise sur pied de son établissement, le docteur Douillon a vu plusieurs cas de prétendus zombies. Des pauvres gens vivant dans des sortes d'états végétatifs, amnésiques, et au dire des villageois, ramenés à la vie par des sorciers vaudous, des beaux corps. En 1979, par exemple, il s'est intéressé au cas de Francina Illus. Déclarée morte en 1976, Francina, surnommée Tifam, a été retrouvée vivante et identifiée formellement par sa mère sur la foi d'une cicatrice qu'elle portait à la tempe. La famille a aussitôt procédé à l'exhumation du cercueil qui s'est révélé rempli de pierres. En 1980, une autre femme, Nataja Joseph, 60 ans, a été retrouvée errante près de son village natal. La femme était pourtant morte depuis 1966. Même s'il est vrai que dans certains de ces cas, il y a eu apparence de mort et de résurrection, comme dans le cas de Tifam ou de Nataja Joseph, le docteur Douillon croit qu'il ne s'agit là que d'un tour de passe-passe. Pour lui, il ne fait aucun doute que les zombies ne sont pas vraiment des morts vivants, mais des gens rendus catatoniques par quelques drogues indigènes. Il faut dire que malgré ses origines haïtiennes, le docteur Douillon a grandi à Montréal, au Canada, où il a fait des études à la prestigieuse université McGill. Les zombies, répète-t-il, ne sont sûrement pas des cadavres revenus à la vie. Les défunts ne peuvent pas revenir d'entre les morts. Les personnes droguées, oui. C'est pourquoi il s'est associé à d'autres chercheurs intéressés eux aussi par les aspects médicaux du phénomène. Les docteurs Nathan Klein, un psychiatre de New York reconnu pour ses travaux sur la psychopharmacologie, et Hans Liemann, chef du service de psychiatrie et de psychopharmacologie de l'université McGill à Montréal. Hélas, jusqu'à maintenant, tous leurs efforts pour découvrir les mécanismes liés à la zombification ont échoué. Ils supposent certes l'utilisation d'une puissante toxine capable de provoquer un état psychotique prolongé. Mais encore, pour le docteur Douillon, Clervius Narcisse n'est pas un zombie comme les autres. Il ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique abrutissante et surtout, il conserve des souvenirs vivaces de sa transformation en zombie, contrairement au cas qu'il a étudié précédemment. Au gré de ses rencontres avec le docteur Douillon, Clervius Narcisse révèle son histoire, un récit tout à fait fantastique.
Le 30 avril 1962, il se présente lui-même au Albert Schweitzer Memorial Hospital de Deschapelles. Il souffre d'un malaise général et crache du sang. Dans les heures qui suivent, son état se détériore et le 2 mai, les médecins le déclarent mort. Sa sœur Angelina est présente au moment du décès. Le corps est envoyé à la morgue pendant une vingtaine d'heures, puis remis à la famille qui procède aussitôt à son inhumation dans le cimetière de l'Esther. 18 ans plus tard, il réapparaît au marché public du village. Mais que s'est-il passé entre-temps? Clervius Narcisse raconte au docteur Douillon qu'après son inhumation, le sol s'est ouvert devant lui et qu'il s'est retrouvé debout aux côtés de sa fosse. Un sorcier l'a alors conduit avec d'autres zombies dans le nord de l'île pour y travailler sur une plantation de canne à sucre. 2 ans plus tard, au lendemain d'une révolte durant laquelle les esclaves ont assassiné le propriétaire terrien, il a fui dans les montagnes. Ce n'est qu'en apprenant la mort de son frère, qu'il suspectait d'être responsable de sa zombification à cause d'une mésentente sur le partage du patrimoine familial, qu'il a décidé de revenir dans son village. Clervius Narcisse ajoute qu'il a été conscient de tous les événements entourant sa mort. Il entendait les médecins parler autour de lui et les pleurs de sa sœur. Il a senti qu'on le mettait en bière. Un clou mal placé est même venu lui percer la joue. Il en garde d'ailleurs une cicatrice. Il entendait les pierres et la terre que l'on jetait sur son cercueil, mais il était tout à fait incapable de bouger et encore moins de parler. Pour le docteur Douillon, le récit de Clervius répond à plusieurs questions jusque-là sans réponse. Quelles sont les étapes de la zombification? Qu'arrive-t-il aux zombies une fois ressuscités? Durant le processus, le sujet est-il conscient de son environnement? En revanche, d'autres interrogations surgissent. Le secret de la zombification est-il connu de tous les sorciers vaudous? Comment réveille-t-on le zombie? Comment fait-on pour le garder dans cet état d'hébétude? Et surtout, quelle est donc la nature de cette drogue si puissante qu'elle a réussi à tromper les médecins américains de l'hôpital Albert Schweitzer? Dans un premier temps, le docteur Douillon s'assure de la mort de Clervius Narcisse. Profitant du fait que son patient souffre d'une hernie, le psychologue le conduit à l'hôpital Schweitzer. Sur place, comme il est d'usage, le médecin de service lui demande s'il a un dossier, ce à quoi Clervius répond par l'affirmatif. Le praticien se rend donc aux archives quérir le dit dossier, dans lequel il découvre à son grand étonnement l'acte de décès du patient. La mort supposée de Clervius Narcisse ne faisant plus de doute, la quête de la drogue à zombies peut maintenant commencer. Rapidement, sur le terrain, le docteur Douillon reçoit l'aide de son frère Emerson, lui aussi psychologue et professeur de criminologie à l'Université de Montréal. Le docteur Emerson Douillon est alors de passage en Haïti où il travaille à une thèse sur l'utilisation des drogues dans le comportement humain. L'affaire Clervius Narcisse, que lui présente son frère Lamarck, est pour lui une occasion en or d'étudier le phénomène de manière empirique. Assez rapidement, les frères Douillon arrivent à se procurer de petites quantités de la soi-disant drogue à zombies. Ces échantillons sont aussitôt acheminés pour analyse au Dr Lehman à Montréal et Klein à New York. Malheureusement, les analyses ne sont pas concluantes. Parallèlement aux recherches des frères Douillon, des journalistes anglais du réseau BBC se passionnent pour l'histoire de Clervius Narcisse. Ils lui consacrent un reportage et tentent de leur côté de percer le secret des faiseurs de zombies.
En 1981, grâce à un sorcier de Port-au-Prince, les journalistes mettent la main sur une mystérieuse poudre brune, censée être de la poudre à zombies. L'échantillon est envoyé au docteur Lehman et Klein. L'analyse ne permet pas d'identifier toutes les composantes, mais des tests menés sur des singes rhésus montrent des effets immédiats. Les primates tombent dans un état amorphe et leurs fonctions biologiques ralentissent de manière significative. Quelle que soit la toxine incluse dans cette mystérieuse poudre brune, celle-ci est sans aucun doute liée au secret des zombies. Au début de 1982, les docteurs Lehman et Klein offrent à un jeune ethnobotaniste canadien, Wade Davis, de se rendre en Haïti pour découvrir la mystérieuse toxine. Malgré son jeune âge, il n'a pas encore 30 ans, Davis jouit déjà d'une solide réputation. Pour le compte du musée botanique de Harvard au Massachusetts, il a passé 3 ans en Amazonie et dans les Andes péruviennes à la recherche de plantes médicinales. L'ethnopharmacologie est pour lui une véritable passion. Davis s'envole donc vers Haïti avec pour mandat de reculer les frontières de la mort. Dans les mois qui suivent, le Canadien se lie d'amitié avec des sorciers qui l'introduisent dans des communautés secrètes. Il assiste à des rituels voodoo et participe à des cérémonies jusque-là interdites aux hommes blancs. De fil en aiguille, il gagne la confiance de ses hôtes qui lui remettent des échantillons de poudre à zombies. Leur analyse par les docteurs Lehman et Klein révèle bientôt que ces mixtures sont toutes différentes les unes des autres et constituées de matières hétéroclites, dont des pattes de tarentule, des grenouilles arboricoles et de la peau de poisson. Par contre, 2 substances ressortent comme des dénominateurs communs: la tétrodotoxine et le datura. La tétrodotoxine est un poison virulent, 500 fois plus toxique que le cyanure et 150 000 fois plus puissant que la cocaïne. On le retrouve surtout dans les intestins des tétraodons, une variété répandue de poissons tropicaux. Les Japonais en connaissent bien les qualités analgésiques. Servis en sushi, le fugu, les chairs entraînent un effet d'engourdissement presque euphorique. Par contre, mal apprêtées, elles peuvent provoquer un empoisonnement alimentaire. Chaque année, au Japon, des dizaines de personnes sont hospitalisées conséquence d'un empoisonnement à la tétrodotoxine. Quant au datura, il s'agit d'une plante dont les feuilles recèlent un puissant alcaloïde. En Haïti, cette plante, le Datura stramonium, est connue sous le nom évocateur de concombre zombie. Pour Wade Davis, le mystère des zombies se révèle enfin. La mort apparente du sujet est provoquée par l'ingestion d'une mixture de tétrodotoxine et de datura mélangée à des herbes et d'autres produits d'origine animale. Savamment administré, le poison entraîne une succession de réactions métaboliques. La victime souffre de vomissements, d'étourdissements, de diarrhée et de douleurs gastriques. Elle développe une hypersalivation et son corps se couvre de sueur. Sa pression chute et ses pupilles se dilatent. Puis surviennent la détresse respiratoire et le coma. Tenue pour morte, la personne est enterrée et exhumée le soir même par un sorcier qui lui administre un contrepoison. L'individu reste plongé dans un état catatonique permanent dû à la très faible oxygénation de son cerveau durant le processus. Un régime alimentaire approprié, ainsi que l'administration d'autres substances, maintiendraient le zombie dans une sorte d'hébétude. De son aventure au pays des zombies, Wade Davis a publié Voodoo, The Serpent and the Rainbow dans sa version originale anglaise. Un ouvrage fascinant
où la science et la magie font corps. Si l'ethnobotaniste a apparemment percé le secret des zombies, bien d'autres questions restent en suspens. Si la tétrodotoxine et le datura sont les drogues qui provoquent l'état de mort apparente, existe-t-il un antidote? Comment le beau corps parvient-il à maintenir le zombie dans cet état de servitude? L'énigme des zombies est loin d'avoir livré tous ses secrets. Mais grâce à la détermination et au courage d'un jeune ethnobotaniste canadien, ces morts vivants ont déjà quelque chose de moins inquiétant. En 1978, le maître de l'horreur américain Wes Craven achète les droits de Voodoo, le livre de Wade Davis, et l'adapte librement dans un film où se mêlent histoire, fantasme et horreur. L'emprise des ténèbres, ou The Serpent and the Rainbow en version originale. L'acteur Bill Pullman y incarne le docteur Dennis Allen, une version hollywoodienne de Wade Davis. From Wes Craven, director of A Nightmare on Elm Street, comes a story of the forbidden world between life and death. There's a door to the mystical. And you just walk through it. Somebody brought him back from the grave. And I want to know how they did it. Death is not the end. I'll take your soul. You think you could take these people's secrets and just walk away? In the shadows of the imagination lies the ultimate nightmare. Don't let them bury me. I'm not dead. The Serpent and the Rainbow. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. « 19h40, on est vendredi le 23 avril 2021, c'est la 100e de Radio X-Files. Christian, quelle histoire, cette histoire de zombies? Oui, c'est une histoire, comme on le mentionnait dans la capsule, qui touche des chercheurs canadiens. Ce sont les frères Douillon, Lamarck et... le nom va me revenir, mais Lamarck Douillon est celui qui a découvert en fait cette histoire de zombies. Il avait fait ses études à l'université McGill, donc il s'intéressait à cette question-là. Mais c'est amusant parce que Lamarck Douillon était obsédé par l'idée, en Haïti, il y avait cette histoire de datura, le cocombre zombie, et Lamarck Douillon était obsédé par cette histoire-là. Et lorsqu'arrive son frère Emerson, le nom vient de me revenir, il y a un blanc, donc Emerson, qui était professeur de criminologie, qui s'intéressait aussi à cette histoire-là, arrive là, et là, ils vont commencer à enquêter là-dessus, mais ils vont focaliser encore une fois sur l'histoire du concombre zombie, alors que finalement, le concombre zombie n'est qu'un des ingrédients, et l'ingrédient le plus important reste la tétrodotoxine, donc cet élément qu'on retrouve chez les poissons, les pufferfish, les poissons qui se gonflent, les poissons lunes, donc ils se gonflent, et là, voilà, on réussit à attirer cette drogue-là. Ce qui est assez amusant, bon, je dois le dire, Wade Davis, c'est celui qui a trouvé le mécanisme. Même s'il y a encore des éléments qui nous sont un peu mystérieux, je l'ai mentionné dans la capsule, comment les gens réussissent à garder le zombie dans un état de servitude. Il faut savoir qu'en Haïti, les sorciers, nous, on est allés, quand on a fait le reportage, j'avais fait un reportage pour Dossier Mystère, on est allé là-bas, on a rencontré des gens qui pratiquent le voodoo. Il faut savoir que dans la culture voodoo, il y a deux types de sorciers. Alors, il y a le Bokor, qui est le mauvais sorcier, celui qui fait de la sorcellerie. Et on a le Ougan, lui, c'est le bon sorcier, celui qui fait de la bonne magie. C'est magie blanche et magie noire. Mais très souvent, le Bokor et le Ougan, c'est le même, dépendamment de ce que tu le payes pour faire. On joue sur les deux tableaux. Mais ce qui est assez fascinant dans cette histoire,
c'est que, bon, quand j'ai fait ce reportage, j'allais là-bas, j'ai rencontré les gens et j'ai rencontré aussi Wade Davis. J'ai d'ailleurs mis une photographie de moi et Wade Davis. Et Davis me racontait que c'est un individu tout à fait extraordinaire, excessivement humble. Il me disait, bon, tout le monde lui prête la découverte de la poudre à zombies ou du processus de zombification, mais il dit, dans le fond, j'ai pas fait grand-chose. À partir du moment où on a identifié que c'était la tétrodotoxine, il y avait toute une littérature japonaise qui parlait des empoisonnements au fugu, parce que au Japon, les tétraodons sont utilisés en mets, une espèce de sushi, et lorsque les gens mangent ça, c'est un peu comme si tu mangeais un aliment qui a été saupoudré à la cocaïne, donc ça crée des effets euphoriques, mais il y a des empoisonnements, il y a toute une littérature qui existe autour de ça. Donc, Wade Davis, très très humble, dit, moi je n'ai fait que découvrir le mécanisme et mettre en relation ces éléments-là, mais en fait, il a fait beaucoup plus que ça. Et Wade Davis a été longtemps pour moi une espèce d'idole, mais il est encore une espèce d'idole pour une raison très particulière. Il me racontait que lorsqu'il a commencé à s'intéresser à cette histoire, c'est par la bande. En fait, lui, il s'intéressait aux plantes médicinales utilisées dans des communautés retirées, qu'on dit primitives. Et là, à un moment donné, on l'invite à New York et on lui dit, Wade Davis est un Canadien originaire de la Colombie-Britannique. Et là, on lui dit, voilà, des journalistes de la BBC ont mis la main sur une espèce de... Il y a ce type, Clervius Narcisse, qui dit être un zombie. La BBC ont mis la main sur de la poudre. Lorsqu'on a utilisé ça, on a donné cette poudre à des singes. On a vu rapidement leur métabolisme diminuer. Bon, et visiblement, ils ont trouvé quelque chose. On aimerait aller plus loin, découvrir les mécanismes derrière ça. Et Davis, à ce moment-là, est une jeune vedette montante. Il appartient à l'université Harvard. Il a fait des recherches. Il a ramené des plantes médicinales d'Amérique du Sud. Il est une vedette montante. Et là, ses collègues autour de lui disent... Fais pas ça, t'es quand même pas en Haïti enquêter sur des histoires de zombies, c'est fou raide, tu vas scraper ta carrière. Donc on le décourage de faire ça. Mais Wade Davis maintient son cap, il dit non, je vais y aller, je vais faire ça, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose derrière ça ou ce n'est que finalement du folklore. Et finalement, la recherche de Wade Davis va transformer le monde de la pharmacologie. Et aujourd'hui, on est en 2021, on apprend encore à des gens qui vont faire de la médecine de brousse, des médecins qui vont aller pratiquer dans des zones reculées, comme les tétraodons, ces fameux poissons, les pufferfish, comme on en retrouve à peu près dans toutes les mers tropicales. On apprend à des médecins de comment reconnaître le tétraodon, comment en extraire la tétrodotoxine pour pouvoir l'utiliser comme anesthésiant de fortune. Donc, si un médecin est pris puis il n'y a pas d'anesthésiant, on sait que la tétrodotoxine peut être efficace dans ce sens-là. Donc, Wade Davis a transformé, a modifié notre façon de penser par rapport à ça et il a montré que souvent, derrière ce qui nous semble être du folklore un peu fantaisiste, tu peux pas aller beaucoup plus loin en fantaisie que des histoires de zombies. Et pourtant, il a montré que derrière ça se cachent parfois des connaissances empiriques par des sorciers qui ont tout à nous apprendre sur la façon dont certaines plantes ont des propriétés extraordinaires. Et Wade Davis, c'est assez amusant parce que il est à ce moment-là, ses collègues lui disent de ne pas se rendre en Haïti, il le fait pareil et il en revient avec la découverte de la zombification. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, en 2021, Wade Davis est incontestablement l'ethnobotaniste le plus célèbre du monde. Ah ouais. Il est un scientifique à résidence au National Geographic. Donc, c'est un personnage, mais bien sûr, Wade Davis dit il a fait plein d'autres choses dans sa vie, mais dès que les journalistes l'abordent, dès qu'il participe à un congrès, on le pointe toujours du doigt en disant « Oh, c'est Wade Davis, l'homme qui a découvert le secret de la zombification. » Mais c'est quand même extraordinaire. Et pourquoi ce type-là était pour moi un modèle? Parce que dans le milieu du journalisme ou de la communication, j'ai subi un peu les mêmes colibets. Les gens autour de moi me disaient « Ah, Christian, commence pas à parler d'OVNI, commence pas à parler de phénomènes paranormaux. Comme journaliste, tu vas scraper ta carrière, tu feras pas rien, on va te bouder parce que tu t'intéresses à ces phénomènes mystérieux. » Et pourtant, j'ai persisté dans cette voie-là et ça m'a plutôt bien servi parce que je me suis imposé comme le seul journaliste qui s'est spécialisé dans les phénomènes paranormaux. Donc, quelque part, j'ai un petit velours en dedans de moi qui me dit « Je suis un peu le Wade Davis des communications
zombification sur le paranormal. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et ça nous apprend aussi qu'on ne sait pas tout et que dans ces communautés, souvent dites primitives, il y a de l'information qui se véhicule et qui contient des éléments qui peuvent être très utiles dans le domaine scientifique. Et Wade Davis en a fait la démonstration. Juste rappeler aux auditeurs que tu as mis des photos sur la page de Radio X-Files. Oui, donc on voit l'un de ces fameux poissons-lune, à quoi il ressemble lorsqu'il est gonflé. Photo de moi et Wade Davis, lorsqu'on s'était retrouvés chez lui à Washington, D.C. Ce Clervius Narcisse, donc cet individu qui disait être un zombie, on le voit assis sur sa propre tombe et son acte de décès. C'est assez amusant parce que dans le cas de Clervius Narcisse, pourquoi cette histoire-là a été un point marquant? Parce que, et on le mentionnait dans la capsule, il y a eu d'autres cas où des gens étaient, des femmes notamment, avaient été trouvées errantes dans des rues et on avait pu démontrer qu'elles étaient... On avait un acte de décès, on était certain qu'elles étaient décédées. Très souvent, le constat de décès avait été fait malheureusement dans le village par un sorcier, par un truc un peu boiteux. Dans le cas de Clervius Narcisse, ce sont des médecins américains à l'hôpital Albert Schweitzer qui l'ont déclaré décédé. Donc, c'est pas un truc de brousse un peu boiteux, là. Et dans les autres cas, les gens ne gardaient aucun souvenir du processus. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils ne savaient pas qui ils étaient. En fait, c'était des gens qui étaient un peu catatoniques. On les mettait debout au milieu de la place publique, puis ils restaient là sans bouger. Leur cerveau avait littéralement été détruit dans le processus de zombification. Pour une raison qu'on ignore, le cerveau de Clervius Narcisse n'a pas été détruit de cette manière-là. Parce que tu restes comme une très, très faible oxygénation du cerveau pendant des heures. Évidemment, les lésions cérébrales sont très importantes, ce qui crée l'effet d'hébétude du zombie. Mais dans le cas de Clervius Narcisse, pour une raison qu'on ignore, il n'y a pas eu cette destruction importante, tant et si bien qu'il gardait de très, très bons souvenirs de ce qu'il avait vécu. Mais encore une fois, ça demeurait un personnage étrange. Moi, les conversations que j'ai eues avec les frères Douillon, ils me racontaient que Clervius était obsédé par la mort. Quand on discutait avec lui, c'était une espèce d'obsession. Et il était un peu bizarre. C'est-à-dire que si tu le plaçais, par exemple, sur le balcon, il restait là sans bouger. Là, il fallait lui dire, Clervius, tu peux t'asseoir. Et là, Clervius s'assoyait. Et il était un peu hors norme. Là, on voit que le processus de zombification avait quand même laissé des séquelles dans son esprit. Mais je me rappelle une anecdote que me racontait l'un des frères Douillon. Il me disait, c'est assez amusant parce que alors qu'il se dirigeait vers l'hôpital pour aller justement acquérir l'acte de décès de Clervius Narcisse, les frères Douillon et des gens qui les accompagnaient ont été victimes d'un grave accident de la route. Et tout le monde s'est retrouvé sur la chaussée, gravement blessé, sauf Clervius Narcisse. Et quand il est allé à l'hôpital avec eux, parce que tout le monde est hospitalisé pour des graves blessures, le seul qui n'avait pas été blessé dans l'accident, c'était Clervius Narcisse. Et Emerson Douillon me disait, lorsque Clervius s'est approché de son lit, il lui a dit, t'as pas été blessé? Et Clervius Narcisse lui répond, il dit, non, je ne peux mourir qu'une seule fois. Donc, tu vois, c'est un peu amusant, mais en même temps, c'est quelque chose qui a été révolutionnaire. Et je suis content d'avoir couvert cette histoire-là parce que autant en Haïti, autant qu'avec les chercheurs ici à l'Université McGill et que cette extraordinaire rencontre avec Wade Davis, ça m'a permis d'avoir une vision de ce dossier-là qui est tout à fait extraordinaire. Et c'est pour moi, lorsque l'on me parle des histoires liées au paranormal, l'histoire de Clervius Narcisse, l'histoire de la découverte de la zombification est pour moi une pierre angulaire pour bien comprendre que derrière les phénomènes paranormaux, souvent qui semblent un peu fantaisistes ou folkloriques, il peut y avoir on peut faire de l'excellente science si on prend le temps de regarder ça de plus près. Ça peut être terrorisant quand même de savoir qu'il y a des gens qui peuvent être considérés comme morts, finalement ils ne sont pas pantoute. Et ça, c'est intéressant parce que dans le cas de la zombification, l'idée que les Haïtiens en ont, ce n'est pas tant d'être un mort vivant, c'est le fait de se faire voler son âme. Il faut vraiment se mettre dans le contexte. Bon, d'abord, en Haïti, quand on parle avec les sorciers, les Bokors et les Ougans, on leur parle des zombies. Ils ont une espèce de façon de justifier l'échec. Parce que des cas comme Clervius Narcisse, tous les experts sont d'avis que ça doit être rarissime. Comme c'est empirique, c'est en même un petit peu ici, un petit peu plus là, un petit peu plus ici, un petit peu plus là, ça ne doit pas fonctionner à chaque coup. Parfois,
où le sujet doit se réveiller le lendemain matin avec une solide gueule de bois, ou d'autres fois, le sujet peut-être qui était trop empoisonné et il meurt. Mais dans la vision du zombie et dans la vision de la culture vaudou, en fait, le choix, c'est celui des dieux. Donc, si le sujet meurt, le sorcier peut toujours dire à son client qu'il l'a payé pour zombifier Monsieur X ou Y en lui disant « J'ai fait ce qu'il fallait faire, mais le sujet est mort parce que les dieux ont voulu que ce soit comme ça. C'est pas parce que ma potion n'a pas marché, c'est parce que les dieux ont voulu que le gars meure. » Puis si ça marche pas, encore une fois, le sorcier peut toujours s'excuser en disant « C'est probablement parce que la famille de celui que je devais zombifier ont dû faire appel également à un sorcier qui a fait des prières, qui a empêché ma concoction de fonctionner. » C'est le début des politiciens, finalement. Voilà, donc il y a toujours une façon de justifier l'échec. Et pour les gens là-bas, dans la culture zombie, dans la culture vaudou, l'idée du zombie, c'est pas tant que tu risques de devenir un mort vivant, mais on risque de te voler ton âme. Et ça, le vol de l'âme, c'est le châtiment ultime dans la culture du vaudou. J'ai trouvé ça, Yannick, tout à fait fascinant, ce monde-là qui est un peu un monde qui nous est très étranger et qui finalement a ses règles, ses lois, qui fonctionnent en harmonie. C'est un univers animaliste dans la mesure où, dans la religion, on croit que des objets inanimés ont des âmes, et donc les objets ont des âmes, et dans les rituels, c'est tout à fait fantastique de voir ça. J'ai eu la chance d'assister à 2 ou 3 de ces rituels-là, où les gens... il y a un autre aspect assez amusant, parce que quand les gens participent à des rituels, ils sont possédés, ils deviennent possédés par des esprits d'un plus faible niveau, et qu'on appelle des loas. Et là, quand les gens se font, entre guillemets, chevaucher par des loas, c'est l'expression qu'ils utilisent, là, ils peuvent dire n'importe quoi, mais ils ne sont jamais tributaires de ce qu'ils ont dit parce qu'ils étaient chevauchés par un loa. Donc, par exemple, toi, tu participes à un de ces rituels-là, et là, il y a les tam-tams, tout ça, c'est un peu enivrant, et là, tout d'un coup, tu es chevauché par un loa. Et là, tu as des griefs contre ta compagne. Alors là, tu peux lui dire toutes les bêtises que tu veux, mais c'est pas grave, elle pourra pas t'en tenir rigueur parce que tu es chevauché par le loa. Un petit côté pratique. Ouais, voilà, c'est un petit côté pratique de la chose. C'est vraiment un univers extraordinaire en soi. Parfait. Et de voir qu'on a réussi à faire, la culture occidentale a réussi à se glisser dans cette culture très païenne, entre guillemets, de la culture vaudou, c'était fantastique. Christian Page, félicitations encore pour la 100e de Radio X-Files. On invite les auditeurs sur notre page Facebook, puisqu'on va mettre le podcast dans les prochaines heures. Je te souhaite de passer un beau week-end, de même qu'aux auditeurs, puis on se rejase vendredi prochain. Absolument. Ciao. Merci. Bye-bye. Radio X Files.